Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un monde très diversifié, le monde des graines. Mon objectif ici, c'est de vous présenter cette diversité, comment ce monde fonctionne, parce que je crois que pour respecter le monde qui nous entoure, il est bon de commencer par le comprendre et s'en émerveiller. Alors, comme je l'ai fait un peu plus tôt dans ma série 30 jours pour y penser, j'utilise un format diaporama. Pour une vidéo sur YouTube, c'est bien dégueulasse, je le reconnais. Mais mon diapo existe déjà et le minimum d'effort pour le maximum de résultats, c'est un principe de la permaculture, donc j'essaie de les respecter ces principes. Allez, on commence. Déjà, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est important de le rappeler, une caractéristique fondamentale du monde végétal par rapport au monde animal, c'est l'immobilité. Je ne parlerai pas ici des exceptions, car certains végétaux sont connus pour se déplacer en quelque sorte, mais ce n'est pas le sujet. Les animaux peuvent bouger pour chercher leur nourriture, combattre ou fuir, se reproduire, etc. Pour le végétal, c'est plus limité. Cependant, les végétaux compensent le fait de ne pas pouvoir bouger. On dit d'eux qu'ils sont autotrophes, c'est-à-dire grosso modo, qu'ils sont capables de synthétiser leur nourriture par leurs propres moyens, depuis le monde minéral. Effectivement, les végétaux sucent des cailloux, grosso modo. Mais sans pouvoir se déplacer, ils ont quand même une vie sociale, comme le suggère entre autres Peter Wohlleben avec son best-seller La vie secrète des arbres. À ce propos, la phytosociologie, c'est une science à part entière qui est passionnante. Alors, génétiquement, on sait que de nombreux végétaux sont bien différents de nous. Le maïs, par exemple, a 2 fois plus de gènes que nous. Le mûrier noir, lui, possède 6 fois plus de chromosomes que nous. Et la fougère, 40 fois plus. Mon hypothèse pour expliquer ça, c'est que ne pouvant pas se déplacer, les végétaux tirent parti d'un matériel génétique mieux fourni pour s'adapter plus finement à leur environnement. L'animal, lui, n'a qu'à changer d'endroit quand ça commence à sentir le roussi. Maintenant que c'est dit, parlons des graines. Pourquoi bouger quand on est immobile ? Là, je parle bien entendu de dispersion des graines. Pour trouver des habitats propices où il y aurait moins de compétition, plus de lumière, des propriétés physico-chimiques du sol plus adaptées, etc. Et là, ça m'amène à vous parler des niches. À gauche, une niche économique, les déguisements pour chiens. À droite, une niche écologique, deux lichens qui se partagent un tronc d'arbre. On peut imaginer que l'un aime plus l'humidité, supporte moins le vent, etc. etc. Les niches permettent d'éviter ou atténuer la compétition en répondant à la diversité des besoins, qui sont spécifiques à chaque espèce, voire même chaque individu. Suffit de regarder le nombre de régimes différents chez l'être humain pour s'en rendre compte. Je ne vais pas discuter ici de comment les graines sont formées, il y a tout un tas de vidéos qui traitent de ce sujet, je vous en mets une en lien. Mais pour faire court, les fruits sont comme nos ovaires, les graines comme nos ovules et le pollen comme nos spermatozoïdes. Bon, 90% des plantes à fleurs utilisent les animaux pour se disséminer. Insectes, oiseaux, mammifères, l'humain y compris. Dans certains cas, une coévolution a adapté la plante à son agent disperseur, tant et si bien que certaines plantes dépendent d'un seul insecte pour leur reproduction. Ici un exemple que j'aime bien d'une pollinisation à la main de pommiers en Asie. On peut notamment faire pareil pour les courgettes, surtout quand on souhaite assurer une pureté variétale. À ce propos, il se dit à droite à gauche qu'on pourrait avoir de plus en plus besoin de polliniser à la main, vu le déclin des abeilles bien malheureusement. Mais alors, les 10% restants, par le vent. C'est le cas des gymnospermes, les cyprès, les pins, en fait les conifères, pour faire simple. Mais c'est aussi le cas des céréales, qu'on appelle les graminées. C'est grâce à ces plantes que la table de votre terrasse est sale une journée après l'avoir lavée, ainsi que les allergies, le rhume des foins, etc. Merci les gars, merci beaucoup. D'ailleurs, la petite astuce jardin du jour, si vous voulez améliorer la production de maïs, c'est judicieux de les placer proches les uns des autres, comme sur la photo de droite, parce que ça va permettre de faciliter la pollinisation. Certaines graines se disséminent par l'eau, mais c'est absolument négligeable en comparaison du vent et des animaux, donc j'en parle pas ici. On vient de voir par quels moyens les plantes sont pollinisées. Alors une fois que le fruit est mûr, comment on fait pour disséminer tout ça ? On a encore et toujours le vent. C'est un processus qu'on appelle l'anémochorie. Ici, une samarre d'érable qui agit comme les pales d'un hélicoptère et qui ralentit la chute de la graine. On a aussi le pissenlit. La graine de pissenlit, elle est très légère et aidée par une sorte de parachute finalement. On a la carotte aussi qui fonctionne un peu comme les boules sèches qui traversent le désert dans les westerns. On a même des plantes qui font des sortes de ballons, mais j'ai jamais observé leur déplacement, j'ai pas trouvé de source non plus sur internet, donc à voir, peut-être un jour on trouvera. Maintenant, les animaux. On remarque déjà que les plantes sont pollinisées, mais aussi disséminées par les mêmes agents, le vent et les animaux. Ici, un tamia qui stocke dans sa bouche en attendant de trouver une cachette. Les écureuils font exactement pareil.
On peut aussi parler de séduction des animaux, un beau fruit charnu, une belle couleur, un bon goût, etc. etc. Il y a même de la culture humaine qui se crée sur cette base, comme par exemple le concours de lancer le noyau d'olive, je trouve ça assez fun. Et bien sûr, quelque chose qu'on connaît tous, c'est les graines qui s'accrochent aux vêtements, au pelage. Les bardanes, les carottes, etc., etc. ont inspiré l'inventeur du velcro, c'est quand même impressionnant. Les oiseaux aussi disséminent les graines sur de longues distances, en mangeant les fruits et en allant aux toilettes un peu après, des fois des kilomètres plus loin. On peut citer l'exemple de la dissémination par les fourmis qui est spécifique à certaines graines qui contiennent une réserve de nourriture à destination des fourmis, mais qui sont inutiles à la plante. Les fourmis récoltent, mangent et rejettent la graine plus loin qui va pouvoir se développer. À propos du nombre de graines par fruit, comparé animaux et végétaux, maman fait un humain à la fois et on prend soin pendant très longtemps de nos enfants. Souvent, plus de graines, c'est moins de soins à apporter au bébé. Probabilité de succès en accord, bien entendu, et c'est pas une science exacte. Concernant la longévité des graines, on entend souvent des choses sur le temps de conservation de nos graines, de légumes, etc. Ça dépend en fait beaucoup des conditions de stockage, mais aussi de la graine elle-même. Chaque famille a sa propre longévité. Quelques mois pour les microbiontiques, comme le peuplier et le caféier, contre 2 à 5 ans environ pour les mésos. Ce sont les tomates, radis, melons, etc., etc. Et les plus costauds, les macrobiontiques, comme le palmier, le coco, le dattier, etc., survivent 10 ans et plus grâce à une couche protectrice épaisse et un fruit fait de beaucoup de glucides, qui se conservent mieux que les lipides des graines dont je vous ai parlé juste avant. Ici aussi, on a des records, 1200 ans pour le lotus sacré et 2000 ans pour le palmier dattier. Parlons maintenant de quelques stratégies. Car oui, les plantes ont parfois des stratégies absolument incroyables pour se reproduire. Tout à l'heure, vous savez, on parlait des plantes qui choisissent les fourmis pour disséminer leurs graines. Eh bien, parlons maintenant de pionnières pyrophytes comme le pin. La graine, en fait, est totalement inifugée, protégée des incendies, complètement résistante à ça. Une fois que tout le champ a brûlé, elle est libre de prospérer pépère sans aucune concurrence. Ça tombe bien parce qu'elle déteste la concurrence et c'est pour ça qu'elle recherche ce fonctionnement-là. L'eucalyptus est de la même catégorie et même pire que ça, c'est-à-dire qu'il se reproduirait uniquement en cas d'incendie, dit-on. Donc, il a une sexualité qui dépend du feu. Pour finir, j'ai envie de vous partager quelques données qui aident à prendre conscience de l'incroyable diversité qui règne dans le monde végétal. Avec un petit fond sonore en mode confinement nature au calme. Il existe 7500 variétés de tomates dans le monde. Vous pensiez être un cador parce que vous en connaissez une vingtaine? Désolé les gars. La réserve mondiale de semences du Svalbard a une capacité de stockage de 4,5 millions de variétés. C'est cadeau. Dans cette même réserve, les oignons peuvent être conservés pendant 413 ans. J'avoue que c'est un petit peu mieux que dans ma cuisine. Et à votre avis, le pois chiche? 2613 ans, toujours plus. Et à votre avis, le sorgho? 19 890 ans, toujours plus. Combien y a-t-il d'espèces végétales dans le monde d'après vous? 400 000, et on en mange peut-être 70 différents, à tout casser. Et nous en découvrons à peu près 2000 chaque année dans le monde. Faut savoir, un truc qui moi m'a étonné, la France est le premier exportateur de graines au monde. Et le bégonia a peut-être les graines les plus chères du monde. 80 000 à 120 000 euros le gramme. Et comme ce sont des graines légérissimes, eh bien le kilo à 600 000 euros est plus cher que l'or, qui lui fait à peu près 40 000 euros. Alors, c'en est tout pour cette vidéo. Je suis ravi d'avoir pu partager une partie de ma conférence sur le monde des graines avec vous. Normalement, la seconde partie, que je ne montre pas ici, parle de cultures agricoles et de cultures humaines. Mais pour pas faire trop long, je la partagerai peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, bisous tout le monde et prenez soin de vous. Ciao, ciao.